Et hop là, bonjour, on est de retour sur une petite vidéo qui va faire un tour d'horizon en fait du jeu Gwent. Alors contrairement à Feria, je vais pas faire un truc hyper détaillé sur le Gwent, hein. On va pas refaire une série de vidéos dédiées au Gwent. C'est simplement que ce petit jeu là, je l'ai eu il y a 5 jours. J'ai eu une clé me permettant d'accéder à la bêta fermée, c'est-à-dire une phase de test qui se fait sur invitation. Donc voilà, j'ai été tiré au sort pour participer à cette phase-là. Donc tout ce que je vais dire dans cette vidéo pour vous présenter un peu le concept du jeu, c'est soumis à, à d'éventuels changements, hein. Par exemple, hier, il y a eu un patch qui change un petit peu certaines cartes, etc. Donc il y a des évolutions à prévoir, hein, comme dans Feria, mais encore plus, je dirais, parce qu'on n'est pas dans une phase de bêta ouverte. On est un cran avant dans la logique, dans le processus. Alors, Gwent, en fait, je vais vous situer un peu le machin. C'est un jeu de cartes qui se passe dans l'univers d'une série de romans. Ce sont des romans de fantasy polonaise, qui sont d'ailleurs très très bons, que je vous recommande, qui s'appellent notamment la saga du sorceleur, donc Witcher traduit sorceleur en français. Et ces romans ont donné lieu à une adaptation vidéoludique qui n'est à l'origine pas celle-là, hein, c'est encore autre chose le Gwent, mais en gros vous avez une série de jeux, de 3 jeux en fait, qui s'appellent The Witcher 1, 2 et 3, le dernier étant sorti il n'y a pas longtemps sur les dernières consoles, sur les consoles les plus récentes quoi. Ce sont des jeux de rôle pareil, là je vous recommande, excellent scénario, la qualité d'écriture est vraiment top, le gameplay est génial, une durée de vie assez énorme et tout, un soin très très important qui a été apporté à tous les détails du jeu, donc pareil, je vous recommande de faire un tour là-bas pour vous le procurer si vous ne l'avez pas déjà. Et il se trouve que dans ce jeu, dans cette série de jeux vidéo et plus particulièrement dans le dernier, les développeurs avaient codé un petit mini-jeu qui s'appelait le Gwent, un Gwent en version française et qui a été rechangé pour Gwent avec la sortie de ce jeu-là. Ils avaient sorti donc un mini-jeu, ils l'avaient intégré au gros jeu principal et c'était un jeu de cartes. Et devant le succès qu'ils ont rencontré, devant les demandes des fans qui leur ont dit mais faites-en un vrai jeu, et ils se sont attelés à la programmation de ce Gwent là qu'on a sous les yeux. Et voilà, qu'est-ce que ça vaut? On va essayer de répondre à ça vite fait pour vous donner envie ou pour confirmer ou infirmer une envie de jouer à ce jeu-là. C'est un jeu qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir avec les jeux de cartes, hein. C'est pas Feria, c'est pas Magic, c'est pas Hearthstone, c'est encore autre chose. Ceux qui ont déjà un petit peu suivi le projet Fratricide, hein, mon jeu de cartes que je suis en train de développer dans mon coin, on va dire que il y a des choses que vous allez retrouver dans le sens où je vais vous montrer assez vite le système de jeu est assez intéressant et ça m'a donné des idées pour faire mon propre truc. Donc l'univers de The Witcher, vous avez différentes factions. Pour le moment il y en a 4. Les factions, ça correspond un petit peu à des vrais peuples, à des vrais pays dans cet univers-là. Donc on a par exemple les Royaumes du Nord, donc c'est une faction humaine. L'autre faction humaine étant les îles. Alors il me semble qu'en français on prononce Skellige, mais dans la version anglaise du jeu c'est Skellige, qui sont un peu des vikings, on va dire. Les Scoia'tael, qui si je ne m'abuse veulent dire écureuil en elfique, donc ce sont des rebelles nains et elfes principalement. Les monstres qui regroupent des entités assez hétéroclites, puisqu'on va y retrouver la chasse sauvage, qui sont une sous-faction d'elfes un peu particulière, mais là je peux pas rentrer dans les détails parce que c'est assez compliqué et il faut avoir lu les livres ou joué au jeu pour vraiment comprendre. Mais en tout cas voilà, vous avez cette faction de monstres de non-humains ici, l'autre faction de non-humains étant les Scoia'tael, et les deux factions humaines, les Royaumes du Nord et les îles Skellige. Il y a une 5e faction qui est prévue, il s'agit de l'Empire de Nilfgaard, qui portera donc le total à 5, il y aura 3 factions humaines. Pour le moment, cet empire-là n'est pas jouable. Sans plus attendre, on va regarder un petit peu un match. Je
Je vais vous expliquer. Alors, je vais parler un petit peu vite parce que les tours sont très rapides dans le jeu. Et que je vais pas avoir de nom. Alors, je me tais. Pour vous laisser apprécier les doublages que je trouve vraiment sympa. Et la musique aussi. Alors, ma main. Vous allez voir que j'ai beaucoup de cartes dans la main de départ. C'est parce qu'on ne pioche pratiquement pas dans ce jeu en fait. On pioche seulement à la fin d'un round. Vous allez voir ce que c'est un round. Enfin, une manche. Plutôt pour parler un bon français. Vous avez des cartes. Super, alors ça c'est les joies de l'enregistrement. Mon adversaire a concédé avant même que le match ne commence. Je m'attarde pas sur cet écran, on reverra ça après une vraie partie. Hein. Donc comme je vous le disais, deux types de cartes. Des cartes sorts, des cartes d'unité. Donc pour le moment, on retrouve des trucs qu'on connaissait déjà hein, dans les autres jeux de cartes. Mais les similitudes s'arrêtent un petit peu ici. On va jouer un match miroir. Donc, Foltest, qui est un roi de Temeria, un des royaumes du Nord. Donc, voilà, il me donne le choix de retirer jusqu'à 3 cartes de ma main de départ. Et vous voyez que ma main de départ est assez fournie, puisque on ne pioche pas de cartes d'un round à l'autre. Alors, je vais garder cette main, parce qu'elle me semble pas mal du tout. Je ne vais donc pas repiocher. Vous voyez là il y a ma main et là il y a mon leader. Alors le leader il a une capacité spéciale que vous pouvez utiliser une fois par bataille. Une bataille c'est quoi? C'est l'ensemble de la partie. Je continue de parler même si mon adversaire joue. C'est l'ensemble de la partie qui va se disputer en 3 manches gagnantes. Vous voyez que là il y a une couronne. Moi aussi j'ai une couronne ici. Il faut avoir les 2 parties de la couronne pour gagner. Donc il faut remporter 2 manches. Donc, moi je vais commencer par jouer ceci par exemple. Vous voyez que là j'ai joué une carte bon, qui génère une copie d'elle-même, donc en tout 2 x 3. Et cela a porté mon total sur cette ligne. Vous voyez qu'il y a des lignes à 6. Ça c'est la ligne des unités de corps à corps. Ça, c'est la ligne des unités de tir et ça, c'est la ligne des unités de siège. C'est très important, on verra pourquoi. Là, mon adversaire a joué une baliste et donc il a infligé 2 blessures à l'une des 2 unités de Poor Infantry. Ça va être à mon tour de jouer. Bon, là, je vais jouer un peu n'importe comment hein, pour vous expliquer. De toute façon, je ne peux pas être hyper concentré. C'est un jeu qui est assez technique malgré les apparences. Je peux jouer une carte par tour. Le but étant que, d'avoir le total, vous voyez il y en a 2 ici, que mon total soit plus élevé que l'adversaire à la fin d'une manche. Alors, l'idée, par exemple là je vais jouer cette unité qui va me permettre d'ajouter 4 de force à une unité alliée. Hop. L'idée dans le Gwent, c'est que vous pouvez lâcher une manche quand vous voulez. C'est-à-dire quand vous pensez que votre adversaire... Putain, il y en avait 3 dans sa main. Que votre adversaire ne peut plus égaler votre total sans dépenser énormément de cartes de sa main. Vous pouvez par exemple lâcher, ou si vous voyez que ça sert à rien de continuer, vous pouvez lâcher la main. Parce que, en fait, comme on ne pioche pas des masses, la quantité de cartes qu'on a en main est hyper importante. Je vais essayer de vous préciser ça un petit peu, parce que là, ça paraît quand même flou, j'imagine. Ok... Je vais par exemple jouer les chevaliers rédaniens. Vous voyez que là mon adversaire a 21, 23, 29. Alors là par exemple, vous voyez, il commence à y avoir des petites subtilités parce que j'ai cette carte par exemple qui me permet de détruire l'unité la plus puissante. Unité non or, on reverra ce que c'est par la suite, la plus puissante sur le champ de bataille. Vous voyez que là il y en a 2 à 8 chez mon adversaire, mais il y en a également une à 8 chez moi. Donc si j'utilise Scorch, je vais détruire effectivement 2 unités de mon adversaire, mais je vais également détruire mes chevaliers rédaniens. Donc il faut faire attention à chaque fois à avoir les unités le mieux placées pour optimiser un petit peu les valeurs, parce qu'on a des cartes qui vont s'occuper principalement de détruire des valeurs et qui s'en foutent un peu de
à qui ces cartes appartiennent. Donc là par exemple, je vais essayer ça. Donc une sorcière qui inflige 4 à une unité non or adverse. Donc, je vais par exemple cibler celui-là. J'aime beaucoup cette musique. Ok, vous voyez par exemple que cette unité qui vient de jouer, après 2 tours, convertissez-la en or jusqu'à ce qu'elle soit détruite ou que la manche soit finie. Or, ça veut dire en gros que je ne pourrai plus la cibler avec par exemple cette carte qui inflige 4 points de blessure ou du coup celle que j'ai dans ma main, la baliste. Quand une unité passe au statut de or, on ne peut plus du tout jouer sur sa valeur en fait. C'est assez important pour le jeu parce que vous voyez par exemple si elle est or, ok moi je peux plus la blesser, mais si j'ai une unité or de mon côté et que je veux jouer cette carte, eh ben je pourrais pas la booster avec cette carte. Donc voilà encore des petites subtilités qu'il est difficile d'expliquer en détail en fait lors d'une vidéo de présentation. Le jeu est assez fin. Honnêtement, il a pas l'air comme ça, les parties sont assez rapides quand même, parce que là je discute et du coup à chaque fois je fais démarrer le timer de fin, hein, mais en théorie ça se joue assez vite. Mais il y a une grosse dimension psychologique un peu comme au poker parce qu'on peut bluffer dans ce jeu. Vu qu'il n'y a pas de combat direct et que beaucoup de choses se font basées sur des combos de cartes. Ok, là par exemple il booste sa carte qui à la base avait 2 de force. Vous voyez que là, comme on est en miroir, je connais bien les cartes, hein, c'est les mêmes que les miennes. Et a priori, il veut utiliser la capacité de son leader, Foltest, qui lui permettrait d'en générer une copie conforme. Ce qui serait assez gênant pour moi, mais on verra, j'ai quelque chose de prévu pour m'en débarrasser. Je vais plutôt jouer renfort, qui va me permettre de jouer les autres copies d'une carte bronze. Donc comme celle-là, des copies qui se trouvent dans mon deck, ce qui va me permettre d'envoyer, vous allez voir, 2 chevaliers et de ne plus les avoir dans mon deck. Ce qui va me permettre de savoir un petit peu mieux ce que je vais piocher aux manches suivantes. Donc là j'imagine qu'il va utiliser la capacité de Foltest de manière à reprendre comment dire, reprendre l'ascendant sur moi puisque j'ai 10 de plus que lui en termes de valeur. Voilà. Hop. Ok. Vous voyez, là on a une ligne qui vaut 35. Là on a une ligne qui vaut 31. C'est important en fait que ces unités soient pas dans la même ligne, sachant que celui-là on peut la placer, vous voyez le petit symbole avec les flèches. Ah non, je le cache peut-être. Il y a des cartes qu'on peut mettre sur les lignes qu'on veut, mais il y en a d'autres, par exemple celle-là, vous voyez ici il y a une petite catapulte, ça veut dire qu'elle est forcément sur la ligne de siège. Alors là, vous allez voir pourquoi le positionnement est important, parce que j'ai cette carte que je peux mettre sur la ligne que je veux, et elle va détruire les unités non gold les plus fortes de la ligne si le total de la ligne excède 20. Donc vous voyez là j'ai 2 choix, des totaux qui excèdent 20. Là je détruis pour 20 d'unités, et là pour 3 x 8. Donc c'est plus rentable de mettre cette carte ici. Et vous allez voir ce qui va se passer. Comme il y a égalité en fait, je vais détruire les 3 unités adverses en même temps. Vous voyez, c'est un petit peu ça le Gwent, c'est des calculs en fait. Bon, on est bien assisté quand même par l'interface qui nous dit à chaque ligne quel est le total, hein, mais voilà, c'est un petit peu différent de ce à quoi on peut être habitué. Là, j'attends de voir ce qu'il va faire. Moi, je serais lui, je laisserai la main. Voilà, il laisse la main. Donc là, il a passé. Ça veut dire que je peux continuer de jouer ou je peux passer également. Et étant donné que j'ai un total plus élevé que lui, si je passe, je remporte la manche. Alors ce que je vais faire, c'est un petit truc, un petit combo. Je vais utiliser cette carte qui me permet de conserver l'unité choisie pour la manche suivante. Parce qu'en fait, une fois qu'une manche est finie, toutes les unités sont retirées. Sauf si je joue cette carte, par exemple, sur cette infanterie-là. Alors, je suis pas trop sûr de moi, je sais pas ce que je vais piocher, j'espère que je vais piocher un truc qui va me permettre de les protéger. Je vais quand même tester. Parce que je vais utiliser la capacité de Foltest, du coup, sur cette unité, pour la doubler. Seulement, quand elle arrive, elle invoque une copie conforme d'elle-même, donc en fait, je vais la détripler, vous allez voir. Hop,
Et là, je rends la main. Mon adversaire ayant passé, voilà, c'est encore à moi. Je rends la main. La manche se finit. Je remporte la première moitié de couronne. Et on va passer à la manche suivante. Yes, génial. Donc là, vous voyez que j'ai 3... les gens qui connaissent le Gwent et qui vont voir ça vont trouver que j'abuse. Là, comme j'ai gagné la manche précédente, j'ai la main. J'utilise donc cette carte qui va pouvoir transformer n'importe quelle unité et les copies, enfin les autres instances de cette unité, donc les autres unités identiques. Hop. Je vais pouvoir les transformer en unités golden, ce qui veut dire que mon adversaire ne pourra plus influer dessus a priori. Donc là, par exemple, je suis sûr que je me place hors d'atteinte d'un Scorch adverse. Vous voyez, parce que sinon il aurait pu détruire mes 3 unités en même temps, comme moi je l'avais fait tout à l'heure avec ma carte qui avait brûlé 3 x 8 en même temps. Donc, hop, elle passe golden. En même temps, j'en profite pour dire que, en fait, elles prennent 2 de valeur chaque, parce que la particularité de ma faction des Royaumes du Nord, c'est que quand une unité passe golden, elle gagne également 2 points de valeur. C'est pour ça que lui, quand il va passer golden, sa valeur va augmenter pour atteindre 7. Les avantages de faction sont d'ailleurs décrits là, donc vous voyez, ajouter 2 de force à n'importe quelle unité qui passe gold, quand elle apparaît de votre côté. Donc là, je sais pas pourquoi il joue en fait. Ah oui, bah parce qu'en fait, il a pas le choix vu que j'ai gagné la première manche. C'est vrai, tout bêtement, voilà pourquoi il joue. Je pense... Alors là, je pourrais jouer Scorch pour m'en débarrasser direct. Mais je pense qu'il va jouer des cartes qui auront plus de 5 de valeur. Donc seulement le truc, c'est que ce machin va arriver à 7 après. Est-ce qu'il aura beaucoup de cartes qui vont aller au-dessus de 7 ? S'il les booste par la suite, ça peut être intéressant de garder Scorch pour la fin. Parce qu'on est obligé de jouer une carte en fait. Et là, l'ordre est un peu important. Et c'est aussi une des particularités du Gwent. Allez, je vais jouer la baliste, je vais temporiser. Voilà. Parfois on joue des cartes un peu dans le vide, parce qu'on a envie de garder une carte très importante pour le moment où elle sera vraiment utile. Donc là c'est ce que j'essaye de faire, mais c'est probablement un mauvais calcul. D'accord, donc il booste... Avec cette carte là, il booste l'autre, qui devait passer golden après. Bon, je vais en jouer une grosse. Ça, c'est une golden. On reparlera un petit peu des golden et de leur place dans les decks. Mais en gros, les golden de base, celles qui sont golden de base, sont beaucoup plus fortes que les cartes bronze et plus fortes que les cartes argentées. Any last words? Voilà, passe golden. Comme c'est une carte des Royaumes du Nord, on a vu l'avantage de faction. Elle gagne 2 de force. Donc là, j'ai un gros avantage numérique sur mon adversaire. Parce que j'ai conservé mes unités de la manche précédente. Ok, bah là, vous voyez, je vais être obligé de jouer Scorch. Parce que j'ai plus rien à jouer. Et finalement, j'aurais dû le jouer au tour d'avant parce que je me serais débarrassé de 9 en termes de valeur. Au lieu de 7, là, je vais être obligé de le jouer et ça va donc cibler celle-là, obligatoirement. Parce que celle-là est devenue gold et que je ne peux donc plus la détruire avec Scorch. Donc là voilà, petite illustration de quand est-ce que j'utilise mes cartes pour qu'elles soient le plus efficaces possible. Donc je joue Scorch. Et là, j'ai plus de cartes. Donc au prochain tour, quand ce sera à moi, je vais passer automatiquement. Et là mon adversaire pourra vider sa main pour essayer d'arriver jusqu'à mon total et de le dépasser. Mais a priori là, à mon avis, il a perdu. Ouais. Voilà, donc là je passe automatiquement. Son unité passe golden, mais ça suffira jamais. Là il a pas de quoi avec une carte arriver à 55. Donc a priori j'ai gagné. D'accord. Petite sorcière qu'on avait jouée avant, il l'avait aussi dans son deck. Il passe. Deuxième manche remportée. Donc c'est une victoire. Je vais dire à mon adversaire good game,
ça va lui donner un petit bonus. Récompense. Alors, 15 de minerais. Lui ne m'a pas souhaité good game, donc j'aurais pu avoir 5 de minerais supplémentaires ou 5 scraps, qui sont traduits par fragments, il me semble. Ça correspond aux mémorias et à la poussière. Hein. Les mémorias, si vous ne savez pas ce que c'est, il y a une petite vidéo sur Feria qui a été publiée récemment où je vous explique ce que c'est, mais en gros c'est pour fabriquer d'autres cartes. Voilà. Alors, le Gwent, voilà. Est-ce que c'est sympa, est-ce que c'est pas sympa? Bon, vous avez vu une petite partie. Je pense que vous n'avez pas tout compris et c'est normal parce que c'est un jeu qui est très différent de ce à quoi on est habitué. Hein, je ne cesse de le répéter, mais vraiment. Mes impressions pour le moment sont positives, mais avec quelques réserves parce que vous voyez par exemple que cette interface a été pensée pour les consoles parce que c'est un jeu qui est multiplateforme et personnellement je déteste avoir cette multitude d'onglets qui s'ouvrent dans d'autres onglets et tout. Par exemple là si je vais dans Deck Builder, il me faut que je me tape un chargement. C'est des petites choses, mais vous voyez, les icônes sont énormes. Je suis obligé d'utiliser la molette de ma souris pour me déplacer et voir tous mes decks par exemple. Et ça j'aime pas trop. Les petites icônes où on me dit delete, etc. J'aime pas trop. Dans l'ensemble, je trouve que voilà, l'interface fait vraiment console. C'était déjà le cas dans les jeux The Witcher, mais là, j'aurais préféré qu'ils nous fassent une interface PC dédiée. Elle n'est pas toujours intuitive, elle n'est pas toujours raccord avec ce à quoi on est habitué quand on joue au PC. Par exemple, si je vais dans ma collection, j'ai encore un chargement. Voilà, je suis dans ma collection. Si je vais par exemple dans Royaume du Nord et que je vais dans les Golden, voilà, là je vois les Golden Royaume du Nord que j'ai à ma disposition. Et ben, si je fais Escape, comme j'ai l'habitude de le faire sur PC pour revenir au truc précédent, qu'est-ce qui se passe? Hop, me revoilà à l'écran principal. Et je suis obligé... Et ça m'arrive tout le temps, hein. Ça m'arrive tout le temps parce que j'ai pas le réflexe d'appuyer sur Back. Petit détail, voilà, mais les joueurs PC sont pas trop habitués à ce genre de boutons, enfin de comportement sur les interfaces. Donc voilà, ça c'est le premier truc que j'aime pas trop. Autre truc, comment dire, relatif au Gwent, ils ont pensé, et ça je trouve que c'est pas mal pour le coup, ils ont pensé à l'équilibre dans le sens où, vous voyez ici, j'ai un total de 28 cartes. Les decks faisant minimum 25 et maximum 40, c'est écrit là. Vous voyez qu'il y a des cartes bronze, silver, enfin argent et or. Vous voyez également qu'on ne peut mettre que 6 cartes argent et 4 cartes or dans chaque deck. Et ça veut dire concrètement que, étant donné que les unités bronze sont des unités de qualité inférieure et que vous trouverez plus facilement dans les paquets, que vous fabriquerez pour moins cher aussi dans l'interface de fabrication de cartes, en gros, vous n'avez pas besoin de tant de cartes que ça pour avoir un deck optimisé. Je vous recommande d'avoir 6 cartes argent et 4 cartes or par deck, parce qu'elles sont juste plus fortes. Mais voilà. Ça a été bien pensé, je trouve. Ça donne envie d'expérimenter aussi, parce qu'on va être tenté de faire des decks avec des cartes or différentes. Et comme il y en a plein, mais qu'on peut en mettre que 4, ça va orienter les decks, ça va créer de la diversité, donc j'aime beaucoup ce système là. Donc ça c'est un des points positifs, voilà. Il y a beaucoup de cartes, il y a quand même beaucoup de cartes. Je trouve que le jeu propose déjà pas mal de contenu. J'aime bien le principe des leaders parce qu'en fait vous avez des factions, chaque faction a un avantage, etc. Mais en plus de ça, vous pouvez changer de leader. Par exemple, moi j'ai Foltest qui est le leader de base. Voilà, qui peut dupliquer une unité bronze, mais vous pouvez également prendre Radovid, le roi de Redania, qui lui va enlever 8 de force à n'importe quelle unité. Vous avez le roi Henselt de Kaedwen, qui peut convertir des unités en gold, etc. Donc ça, encore une fois, oriente votre jeu. Bon, les illustrations, je suis désolé, je les ai toutes coupées parce qu'il fallait bien que j'apparaisse quelque part sur cette vidéo, mais elles sont magnifiques et je vous invite à regarder un petit peu comment elles sont foutues parce que franchement,
Il y a du niveau dans les illustrations. Vous avez entendu la musique, elle est vraiment très très sympa aussi. Les doublages sont réussis, donc d'un point de vue purement technique, c'est moins flashy qu'Hearthstone, mais c'est déjà plus spectaculaire, je dirais, que Feria. Même si au départ on comprend pas trop les mécaniques. Je pense que au niveau du spectacle que ça peut procurer, une fois qu'on a bien compris le jeu, c'est sympathique. Mais, il y a quand même un truc qui me chiffonne, c'est que ce jeu a clairement été pensé pour les fans de The Witcher. Même s'ils disent que c'est pas nécessaire de connaître l'univers, je pense qu'on passe à côté de pas mal de trucs quand on ne connaît pas l'univers. Parce que déjà, je vous ai parlé des rebelles non humains, je vous ai parlé des monstres, je vous ai parlé de la chasse sauvage. Tous les personnages proviennent d'un univers qui est très très poussé, parce qu'il a été décliné dans pas mal de bouquins. Donc en fait, vous n'allez pas vraiment apprécier à fond la présence de certains personnages, les petites touches humoristiques qu'il peut y avoir parfois. Par exemple, si je prends le prince Stannis, pour vous, ça va rien vous dire. Si je clique sur zoomer, la petite ligne comment dire, d'ambiance, c'est il porte une armure en or. Évidemment que c'est un connard. Et voilà, mais vous pouvez pas. D'ailleurs, vous voyez l'illustration, je peux vous en montrer quelques-unes. Maintenant que je ne cache plus le truc, mais voilà, dans l'ensemble, vous n'allez pas pouvoir en profiter des masses si vous connaissez pas l'univers, et c'est dommage parce que c'est un univers qui est médiéval fantastique, hein, mais qui a une vraie saveur, une vraie personnalité, qui est assez cynique. Et ce serait dommage de passer à côté juste parce qu'on joue au Gwent comme ça pour dire je joue à un jeu de cartes. Donc pour moi c'est plus une porte d'entrée vers l'univers de The Witcher pour vous donner l'envie de vous plonger dedans, que vraiment un jeu qui se déguste comme ça sans rien y connaître, quoi. Je vous montre un petit peu les illustrations parce que quand même je les trouve sympas. Dans l'ensemble, vraiment la réalisation technique est vraiment cool. Donc voilà, pour le moment, ce Gwent, sympa. Le système de progression aussi est stylé, dans le sens où les parties sont addictives et courtes, et j'ai l'impression qu'ils s'en sont rendus compte. Donc pour éviter d'inciter les gens à jouer toujours plus, vous ne pouvez vraiment progresser qu'en jouant un petit peu chaque jour. Mais vous voyez par exemple, je crois que ça se voit, ouais. Oui, ça se voit que je suis déjà niveau 17. On peut, on va dire, facilement prendre 3 niveaux par jour en jouant raisonnablement. Moi je l'ai depuis jeudi, ça fait 5 jours, je suis déjà niveau 17. Donc voilà, c'est addictif. Pour les fans de The Witcher, c'est un vrai bonheur. Pour les autres, je vous incite à regarder d'autres vidéos parce que je vais pas non plus enregistrer des matchs comme ça en permanence, parce que quand on connaît pas trop les règles, un peu compliqué d'apprécier la partie. Mais au moins vous saurez un petit peu plus ce qu'il en est. Encore une fois, je rappelle, il s'agit d'une bêta fermée, donc le jeu va encore pas mal évoluer. J'imagine qu'il y aura l'Empire de Nilfgaard avant la sortie définitive, donc ça fera encore une faction. Il y a déjà pas mal de cartes, la musique est géniale, bon, je le redis à chaque fois, la réalisation est super bien. Donc c'est une affaire à suivre pour moi. Et j'espère que ça vous donnera l'envie de vous intéresser à l'univers The Witcher au moins. Vous voyez que c'est un univers qui dégage beaucoup de personnalité, qui a une ambiance assez unique. Donc voilà, je sais pas trop quoi en dire de plus, je vous ai fait un tour d'horizon rapide. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires comme d'habitude, hein. J'essaierai d'y répondre avec les connaissances que j'ai du jeu qui sont forcément limitées puisque ça fait que peu de temps que je l'ai, mais bon. On va dire que j'ai quelques appréhensions concernant la monotonie du jeu, parce que vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup d'interactions d'un côté du plateau à l'autre. C'est-à-dire il n'y a pas de combat, les sorts en général, il y en a une bonne moitié qui servent juste à monter la valeur de vos propres troupes. Enfin c'est... Bon, voilà. J'ai pas pu parler de tout, il y a aussi les effets météo, mais là encore, les effets météorologiques, ce sont des trucs qui influent sur la valeur des unités de part et d'autre du terrain. C'est un peu compliqué d'en parler vite fait. Jeu unique. Essayez de vous faire un avis. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est différent.
Je me répète beaucoup, je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, si vous voulez que je refasse une autre vidéo à la rigueur, je peux vous expliquer plus en détail les règles. N'hésitez pas. Sur ce, je vous dis à plus et à bientôt dans une prochaine vidéo.